Aujourd'hui, je vais faire une présentation sur des points théoriques autour du travail domestique et reproductif. Et j'ai choisi 3 périodes historiques pour faire ces points théoriques. Le premier, c'est le Moyen-Âge et les chasses aux sorcières. Et désolé, français n'est pas ma langue maternelle, donc des fois, il y a peut-être des mots qui sont un peu difficiles pour moi de prononcer. La deuxième période, c'est le Fordisme, donc les années entre 1945 et jusqu'à les années 70. Et la troisième période, c'est la période actuelle du néolibéralisme et comment le travail domestique est organisé dans le néolibéralisme. En général, historiquement, dans le mouvement socialiste de la gauche, la sphère de la reproduction était très fort négligée. C'était toujours autour du travail rémunéré dans les usines. Et c'est entre autres, les féministes de toutes les époques qui ont mené cette question en avance. Une de ces féministes est Silvia Federici, féministe que j'aime très fort, et qui a fait un grand travail sur comment le travail reproductif est devenu un travail genré dans le capitalisme. Genré, ça veut dire un travail féminin dans le capitalisme. Et moi, les analyses que je vais présenter, ce sont les analyses qu'elle a faites. Ce n'est pas les choses que moi j'ai pensées, c'est surtout elle qui a fait ce travail-là. Donc la contribution de Silvia Federici, qui est une féministe italienne, est de faire le lien entre la chasse aux sorcières et la transition entre le féodalisme et le capitalisme en Europe. Donc elle montre comment le capitalisme a dû supprimer, elle dit, une cosmo des sujets féminins, donc plusieurs sujets féminins, pour exister en fait. Comment le capitalisme a dû faire ça pour mettre en place le système genré qui est lié au capitalisme. Et elle met en avance et elle utilise le terme marxiste, accumulation primitive, comment ça était lié à la suppression de plusieurs sujets et tâches des femmes qui ont existé dans le féodalisme avant le capitalisme. Donc, elle dit que le développement d'une nouvelle division du travail genré et le travail fait par des femmes et la fonction reproductive des femmes et aussi la subordination des femmes pour la reproduction du force de travail. Ça implique aussi l'exclusion des femmes du travail rémunéré et la subordination des femmes sous les hommes en général. Et elle dit aussi une mécanisation des corps prolétaires, surtout des corps prolétaires masculins. Donc elle dit que la chasse aux sorcières, à la fin du féodalisme, dans le Moyen-Âge, était important, pour le développement du capitalisme et était si important pour le développement du capitalisme que, par exemple, la colonisation et l'expropriation des paysans européens. Donc ça, c'est une chose qui est si importante que d'autres choses qui ont été liées au même moment. Donc, ça veut dire, ou ça implique que le développement du capitalisme est lié à une véritable guerre contre les femmes, un génocide contre les femmes. Et ça, c'est important parce que, ou de dire ça, c'est important parce que dans l'histoire du capitalisme qu'on apprend à l'école ou même à l'université, ce parti est toujours négligé en fait. Donc, il faut mettre ça en avance. Et elle dit qu'il y a historiquement un lien entre la chasse des sorcières en Europe et une nouvelle division genrée du travail, où les tâches reproductives sont établies comme des tâches des femmes. Donc ça, c'est lié à la chasse des sorcières et un génocide des femmes.
Elle a plusieurs arguments pourquoi elle dit ça ou pourquoi elle fait ce lien. Un de ces points est que la chasse des sorcières en Europe, le point culminant, là où il y avait le plus de chasses aux sorcières, c'était dans le 16e et 17e siècle, donc dans le siècle où la colonisation a commencé, où les moyens de production du capitalisme ont tranquillement commencé d'être établis. Il fait plusieurs points pourquoi ça c'était vraiment un génocide contre les femmes qui était organisé d'une manière systématique. Un de ces points, c'est que chaque phase intense de la chasse aux sorcières, donc quand il y a vraiment beaucoup de femmes qui ont été brûlées, torturées, brûlées au même moment, était précédée par une introduction des nouvelles lois ou régularisations par des gouvernements. Donc c'est important parce que c'était chaque fois les autorités, donc dans ce moment le gouvernement c'était par exemple l'Église, qui a alerté la population de certaines personnes. Donc ils ont alerté la population qu'il y a des femmes dangereuses qui savent beaucoup sur les plantes par exemple. Mais c'est important parce que c'était pas ça venait pas du peuple en soi, donc c'était pas une surréaction du peuple contre les femmes, mais c'était vraiment on peut dire une génocide organisé systématiquement par les gouvernements de l'époque. La deuxième chose, c'est que les chasses aux sorcières avaient un caractère de classe, toujours. Donc ça veut dire que les accusateurs des femmes, donc qui ont accusé une femme d'être une sorcière et qui après a été torturée et brûlée souvent. Les accusateurs, c'était souvent les riches, donc les gens avec une propriété ou une autorité dans la société. Et les femmes accusées ont été souvent les femmes des classes basses. Donc ce n'étaient pas les femmes de classe plus haut. Donc il y avait un caractère de classe dans ce génocide-là. Même s'il y avait plusieurs groupes qui ont été vulnérables aux accusations, donc ce n'était pas une sorte des femmes, un sujet des femmes qui était vulnérable, c'était beaucoup de femmes qui ont été vulnérables, mais une caractéristique, partagée, c'était que c'était des femmes des classes plus bas. La troisième chose, c'est que c'était une attaque contre un pouvoir populaire. Donc, un pouvoir populaire qui était présenté par des femmes, par exemple, et ça c'est un mot que j'ai fait traduit par Google Translate, guérisseurs, healers, donc des femmes guérisseurs, des médecins de l'époque, qui en savaient beaucoup sur comment, sur les plantes et comment guérisser la population. C'était un pouvoir populaire. Et c'était surtout des femmes qui ont eu ce pouvoir. Il y avait beaucoup de femmes qui ont eu leur propre jardin avec des plantes, qui ont savé comment gérer les plantes, et qui ont eu un pouvoir important dans les communautés. Mais c'était un pouvoir dans les communautés, un pouvoir populaire. Donc c'était une attaque contre ce pouvoir populaire. Et c'était une attaque contre une vie en communauté et une vie de l'aide mutuelle. Parce que, par exemple, c'était des femmes, des beggars dans les rues qui ont été attaquées comme sorcières. Et ça c'est important aussi, une attaque contre la promiscuité. Et c'était donc une campagne de gagner de la contrôle sur le corps des femmes et surtout sur la procréation, sur leur sexualité. Et les corps de femmes ont été présentés comme un danger en général. Donc, après la chasse aux sorcières, il y avait un nouvel régime disciplinaire des genres. Donc ça, c'était vraiment la chasse aux sorcières présente une défaite des femmes, on peut dire ça. Parce qu'après, il y avait un nouvel régime de genre qui ont été mis en place dans le capitalisme.
voilà, la chasse aux sorcières représente vraiment une défaite presque totale du pouvoir social des femmes, parce qu'après, les femmes ont été soumises sous les hommes. Voilà. Et après la chasse aux sorcières, il y avait une nouvelle distinction entre le travail productif et reproductif. Donc le travail productif qui était lié idéologiquement, mais aussi concrètement, souvent au travail masculin, et le travail reproductif, le travail reproductif lié à du travail non rémunéré et féminin. Et c'est important de savoir que cette nouvelle distinction entre le travail reproductif et productif était accompagnée par un maximum de violence et de l'intervention du gouvernement à l'époque. Voilà, et donc toute cette époque de chasse aux sorcières était une préparation des femmes pour les tâches genrées dans le capitalisme. Donc les travailleuses non rémunérées, les travailleuses du travail reproductif. Les femmes ont été présentées comme le genre plus faible, le genre sans raison, le genre pas rationnel, et le genre qui a surtout eu besoin d'être contrôlé par des hommes. Donc ça, c'était la condition pour la division du travail genré qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est très important parce que ça montre aussi que le caractère voilà, la phrase doit être compréhensible. Donc, c'est important parce que ça montre comment les rôles du genre dans le capitalisme est construit, en fait, et fait partie des luttes et des rapports de force. Et que cet rapport de force est toujours disputé. Et je crois qu'on va apprendre beaucoup sur ça. Donc maintenant, je fais une saute dans l'histoire. Je viens dans le XXe siècle, dans une autre phase, une autre manière de travail genré, on dirait. Donc le Fordisme, c'était entre les années 1945 et 1970, plus ou moins 72. C'était une forme de régulation dominante dans les sociétés d'Europe et d'Amérique du Nord, qui était caractérisée par, on le connaît, une famille nucléaire avec un soutien principal, un breadwinner, une gagnant du pain principal, qui est masculin, et une femme au foyer qui fait les tâches productives non rémunérées, ou une femme qui travaille pour un salaire considéré supplémentaire pour la famille et qui fait des tâches reproductives en plus. Et ces tâches reproductives faites par des femmes dans le Fordisme étaient supplémentées par des institutions par les institutions sociales de l'État-providence. C'est welfare state, oui. Et ça présentait un compromis entre les travailleurs organisés, surtout masculins, l'État et le capital. Et ce compromis dans le Fordisme était possible grâce au travail non rémunéré ou peu rémunéré des femmes ou des gens stylés comme migrants, et grâce à la domination néocoloniale du monde. Et ça, c'est important parce que tout le travail féministe des années 70 est basé sur ce compromis-là. Et par exemple, il y avait une campagne importante, Wages for Housework. Là, je viens à Silvia Federici qui faisait partie de ces campagnes-là, qui a mené en avance que les maisons du Fordisme
étaient des usines des travail des femmes. Et c'est encore le cas aujourd'hui, je crois. Et cette campagne de dire on veut un salaire pour le travail domestique, c'est un commentaire et une critique à des mouvements de gauche à l'époque qui ont mis en avant l'usine et le travail masculin dans les usines. Dans le centre, et ça c'était le centre de l'analyse du capitalisme à l'époque, c'était l'usine et le travail masculin là-dedans. Et la campagne voulait dénaturaliser le travail domestique. Qu'est-ce qui s'est passé après les années 70 et les grandes luttes féministes? Moi, je dirais quand même une transformation, d'une certaine manière, du travail domestique dans le néolibéralisme. Et cette transformation a certaines implications pour les luttes, je dirais. Et après, je vais terminer. Donc, je dirais que la demande des luttes féministes pour une participation au travail rémunéré, au travail du marché, cette demande était, une implication de cette demande, c'était une réponse à ces luttes féministes pour participer au marché du travail, c'était d'avoir un marché pour le travail domestique. Et moi je dirais, ça présente une nouvelle mode de régularisation du capitalisme, où le travail reproductif, le travail domestique, est fait de plus en plus par d'autres femmes dans des maisons, des femmes qui peuvent payer pour ça. En lien avec cette nouvelle mode de régulation et la prolifération des frontières, parce que ça veut dire aussi qu'il y a des migrants qui viennent avec des statuts différents, qui sont dans des situations plus ou moins précaires, mais qui peuvent travailler ou qui travaillent pour un salaire plus bas, souvent que le SMIC dans le pays. Et ça permet de la reproduction de force de travail, d'assurer ça dans notre système. Et c'est intéressant parce que cette reproduction de force de travail aujourd'hui est assurée soit par l'État, comme en Belgique, où il y a un système de titres et services où l'État assure pour une partie au moins la reproduction du force de travail avec ce système-là, ou par une force de travail informalisée à cause du régime migratoire. Parce que, comme j'ai dit, ça mobilise une force de travail précarisée. Et aussi, bien sûr, par une continuation du travail reproductif non rémunéré fait par des femmes à la maison. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, je dirais, une multiplication des acteurs privés et publics dans le secteur général du travail domestique et aussi une multiplication de la force du travail domestique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et pour terminer, moi je dirais qu'aujourd'hui, les luttes des travailleuses domestiques implique une variété de stratégies. Donc, il n'y a pas une stratégie claire parce qu'il y a une multiplication des personnes qui font ce travail-là. Il y a des stratégies individuelles, collectives, organisées par des organisations traditionnelles comme des syndicats, mais aussi d'une manière autonome. Donc, vraiment une multiplication des stratégies de résistance. Moi, je dirais que les travailleuses domestiques représentent des sujets intersectionnels et multiples. Moi, je dirais aussi que le travail reproductif reste la base de notre système capitaliste. Et ça veut dire que, et ça c'est ma dernière phrase, d'apprendre sur les stratégies de lutte des travailleuses domestiques
peut nous apporter des outils importants pour lutter pour une autre société, un autre système, parce que ça reste à la base de notre système capitaliste et patriarcal. Voilà. Merci Neva. Alors ensuite, on voulait donner la parole évidemment aux premières concernées, justement aux femmes qui font du travail domestique, qu'ils soient rémunérés ou pas rémunérés. Ça a été quand même assez difficile de trouver des intervenantes, donc d'abord merci aux deux intervenantes qui sont là ce soir, parce qu'on voulait aussi préciser que c'est effectivement un travail, comme tu l'as dit, où c'est difficile de s'organiser. Donc il y a une organisation des travailleuses domestiques qui peut passer par les syndicats ou par des associations ou des collectifs moins officiels que les syndicats, mais c'est encore assez minoritaire dans le secteur du travail domestique qui est largement partagé par les femmes. Pour la petite histoire, moi je travaille à Vie Féminine et dans mon association, il y a un secteur de la petite enfance qui a notamment des services d'accueillantes d'enfants qui accueillent les enfants de la petite enfance. Et donc depuis l'année passée, il y a un statut pour les travailleuses, les accueillantes d'enfants à domicile, donc des femmes qui accueillent des enfants chez elles. Avant, à Vie Féminine, elles étaient conventionnées par les services de Vie Féminine, donc elles signaient une convention, elles accueillaient des gosses chez elles, et le service s'occupait de tout le travail social autour, toutes les affaires officielles, les papiers, etc. Mais elles n'avaient pas de statut, elles n'étaient ni autonomes ni salariées, il n'y avait rien du tout. Donc c'est seulement l'année passée qu'elles ont obtenu un statut de salarié, d'accueillante d'enfants à domicile. Et c'était, pour le moment, il y a une seule déléguée syndicale des travailleuses du secteur de l'accueil de la petite enfance à domicile. Et elle avait vraiment du mal à venir jusqu'ici, elle vient de la Louvière, donc c'est un peu compliqué, etc. Donc c'est pour vous dire que c'est aussi un secteur qui est pas encore couvert par le travail syndical, etc. Donc c'est aussi compliqué d'avoir des personnes qui peuvent se libérer le soir pour venir parler de ça ici. D'ailleurs, la plupart de nos intervenantes vont devoir nous quitter plus tôt aussi pour les obligations familiales, comme quoi, voilà, on est en direct sur ça. Voilà. Mais je vais être pas trop longue, ça va être court. Voilà, prends ton temps. Et donc, du coup, Zaya va nous parler du travail du nettoyage industriel. Voilà. Au fait, moi, je travaille au Parlement européen, mais ce n'est pas le Parlement l'employeur, c'est une société qui sous-traite. Et c'est Coast Cleaning. Et tous les 5 ans, c'est un nouveau contrat avec une autre société. Donc, je suis là depuis 1991. J'ai connu 4 ou 5 sociétés déjà qui ont défilé là-dedans. C'est un travail... on n'a pas de vie de famille, si vous voulez. C'est un travail... on doit être là à 6 heures du matin. Donc, quand on dit 6 heures, on commence le travail. 5 heures, on est debout. Arrivé sur place à 5h30. Et la tâche ménagère, c'est pas la même, c'est industriel, c'est autre chose que ce qu'on fait avec les titres-services. Les titres-services, on est comme chez soi, si vous voulez. On est là à nettoyer chez soi. Tandis qu'ici, c'est un travail vite, au chrono. Vous avez 1000 mètres carrés à finir en 3 heures de temps. Alors là, tout est chronométré. Et voilà, c'est ça le pour et le contre. On est déclaré, on a un congé payé, on a une prime fin d'année, on a une pension plus tard, tout ça, tout est bien. Mais c'est souvent des services coupés, donc la vie de famille oublie. Sauf si on a vraiment un bon mari sur lequel on peut compter, qui peut nous seconder. C'est un travail... Dans le temps, c'était que des femmes. Maintenant, ça devient majoritaire hommes. C'est plus que des femmes. C'est les hommes qui font les tâches ménagères industrielles. On est étonnés, mais c'est plus d'hommes que de femmes. Parce que, majorité immigrée. Où est-ce que vous voulez qu'ils trouvent du travail? En arrivant ici, il n'a pas fait d'études. Même s'il a fait des études, ces études-là ne sont pas reconnues. Il ne faut pas croire. Il va falloir repartir à zéro si on veut redevenir infirmier ou secrétaire ou tout ce qu'on a fait comme études dans notre pays, il n'est pas reconnu ici. Il faut recommencer. Alors, pour ne pas recommencer, on va chercher le travail le plus facile, qu'on trouve le plus vite. Et voilà, c'est pas quelque chose de facile. On oublie sa vie de famille, on oublie tout. C'est pour ça maintenant je suis venue, j'ai dit je ne peux pas la faire longue parce que demain matin je dois être tôt au travail. C'est autre chose. Allez, à choisir, je ne sais pas ce que je choisirai moi-même.
Est-ce que je choisirais le travail titre-service? Est-ce que je choisirais le travail industriel? Il y a le pour et le contre là-dedans. Il y a l'avantage social qu'on a, d'un côté, peut-être se lever tôt, on a tout ce qu'il faut. De l'autre côté, titre-service, je ne sais pas si c'est tellement... Voilà. Vous pouvez poser des questions, je peux vous répondre tant que vous voulez, parce que moi, je ne sais pas quoi vous dire en plus de tout ce domaine-là. Mais par exemple, concrètement, tu dis que c'est des sous-traitants, mais ça veut dire quoi? C'est pas de l'intérim alors? Non, c'est des sociétés qui sous-traitent, qui vont sous-traiter le Parlement européen, par exemple, avec un contrat de 5 ans. Et il ne faut pas croire, le Parlement, c'est le top, mais... c'est celui qui donne le moins cher qui prend. Il ne va pas prendre celui qui donne c'est le moins cher, prix et la meilleure qualité. Et les entreprises sous-traitantes sont des entreprises basées en Belgique ou à l'étranger? Non, c'est des sous-traitants ici en Belgique. Parce que tu disais que les hommes occupent beaucoup ces fonctions-là, c'est des hommes immigrés surtout. C'est des hommes immigrés, oui. Et comment ça fonctionne alors? Dans le temps, les hommes, ils avaient une tâche précise. C'était les aspirateurs, c'était les machines. Le nettoyage, ça appartenait aux femmes. Tandis que maintenant, non. C'est mélangé. La femme peut passer la machine et l'aspirateur, l'homme peut aller nettoyer les toilettes. C'est ça. Voilà. Et quoi, tu penses que c'est parce qu'il y a une précarisation aussi du marché du travail pour les hommes, qu'ils arrivent dans des métiers féminins, c'est ça? Ou comment tu vois ça? Je vois ça qu'ils ne trouvent pas dans leur domaine. Voilà, c'est difficile. Je crois qu'ils sont plus vite engagés dans une société de nettoyage que dans une société de construction, par exemple. C'est ça. Et alors, bon, ils acceptent parce que c'est quand même un salaire. C'est quand même un salaire un bon salaire. Je ne veux pas dire que c'est bien rémunéré. Et alors, tu te parlais aussi d'horaires coupés, de venir très tôt le matin, puis j'imagine aussi... Oui, il y a un horaire de 6h à 9h et de 5h30 à 8h30 du soir. Et comment vous faites pour les enfants, par exemple? C'est ça, c'est que si on a un mari... le mari est déjà rentré à 5h. S'il fait un travail normal, même dans la construction, à 5h, il est à la maison. Donc, la madame peut partir et rentrer à 8h30, mais elle ne voit pas beaucoup ses enfants. Et celles qui n'ont pas de mari? Ceux qui n'ont pas mari, c'est pas facile. C'est les parents, c'est pas facile. Moi, j'ai connu des gens qui ont mis leurs enfants à la crèche toute la semaine. Ils les récupèrent le week-end. Il y a des crèches de nuit. Donc toute la semaine, pendant la nuit aussi? Pendant la nuit aussi. Ah bah oui, parce que si elle se lève à 5h, qui va garder? Quelle crèche qui est ouverte à cette heure-là? Donc c'est comme un internat pour les petits? C'est un internat pour les petits. C'est pas une vie de famille. Allez. À moins d'avoir un horaire, c'est pour ça qu'on se bat avec le syndicat et on espère qu'on changera cet horaire, qu'on puisse commencer à 8h au lieu de commencer à 6h du matin, ou à 7h30, ou à 7h. Parce que quand on dit 6h, c'est 5h, levé. Mais c'est ça, c'est que c'est plus... Il faut commencer tôt pour ne pas déranger les gens qui sont dans les bureaux, c'est ça? Parce que quand les gens arrivent, il faut que tout soit fait. Voilà, c'est tous ces ministres et députés, il faut que tout soit... Tout doit être prêt pour eux, voilà. Mais je vous dis, il y a les avantages et les inconvénients là-dedans. Quand on a un mari sur lequel on peut compter, ça doit marcher. On peut fonctionner à deux. Mais autrement, non, c'est pas facile. C'est pas facile. Ou une maman, ou une sœur, ou quelqu'un qui peut dépanner pour les enfants. Si on n'a personne, il faut oublier, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Et dans le secteur du nettoyage industriel, tu parles du Parlement européen, c'est la même chose que les hôtels ou c'est encore différent? L'hôtel, c'est encore plus dur. C'est le même secteur que vous? Les hôtels, ils tournent, c'est par chambre. C'est calculé. Je ne sais pas combien de minutes. Je crois que c'est 10 minutes par chambre. C'est la machine. C'est épouvantable. Même maintenant, même le nettoyage de bureau, il faut... Parce qu'il y a des gens qui viennent mais qui n'ont aucune idée parce qu'ils croient nettoyer, c'est nettoyer. Allez, ceux qui ont travaillé dans les titres-services, ça, ils ne savent pas suivre. C'est un rythme... C'est en regardant sa montre, on travaille.
Et puis après, avec toutes les maladies aussi, j'imagine, qui sont liées aux produits et aux postures. Non, maintenant, on travaille avec des produits bio. Hein. On est plus vert qu'autre chose. Hein, alors, c'est tous des produits bio. Hein. Non, pratiquement à l'eau, on travaille. Vous n'allez pas me croire, mais il y a 3 fois rien comme produit. On peut pas, c'est interdit. Voilà, c'est de l'eau. Ni monsieur propre, ni rien. Oui, c'est ça. C'est de l'eau. Hein. Oui, parce qu'on C'est un jus de bras, comme on dit. Hein. Mais justement, l'huile de bras, c'est des postures et tout. Vous avez aussi des problèmes de ah oui, alors là, oui. Alors là, la plupart des personnes, c'est rare de trouver quelqu'un qui n'a pas souffert du canal carpien, première chose. Et puis les tendinites. Ça, c'est tout le monde, pratiquement, qui souffre de ça. Les tendinites, les épaules, tout. C'est un travail express. Moi, quand je vois ça, je dis c'est une usine qui travaille, c'est pas... Et ce que je trouve un peu... Allez, dans les années 90, quand j'ai commencé, le travail de 1h30, on me donnait 3 heures pour le faire. Tandis que maintenant, le travail de 5 heures, vous devez le faire en 3 heures. Et chaque contrat, on sert encore plus. À chaque signature de contrat, tous les 5 ans, alors on fait une réorganisation. On réorganise. Et là, c'est l'ouvrier qui paye. C'est l'ouvrier. Parce que c'est un travail pénible. Je ne connais pas grand monde qui est arrivé jusqu'à l'âge de la pension là-dedans. C'est pénible. Et le gouvernement ne peut pas reconnaître la pénibilité qui existe dans ce domaine-là. Oui, c'est pas reconnu en fait les maladies du travail que vous avez. Il faut se battre avec le Fonds des maladies professionnelles. C'est pas facile. Hein. Allez, j'ai été reconnue. Je ne veux pas dire non, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Heureusement que j'avais la FGTB qui était derrière moi, qui m'a beaucoup aidée. Sinon, je n'arrive à rien. Rien du tout. Vous pouvez envoyer votre courrier, tout de suite, ils vous le remballent. Écoutez, ça ne fait pas tant d'années que vous travaillez, ça fait pas... Voilà. Moi, je connais quelqu'un qui avait des problèmes de tendinite et tout. Ça fait pas... Elle avait 13 ans de travail, elle a dit, c'est pas assez. C'est pas assez, 13 ans. Il faut un minimum, je suppose, 20 pour... Il y avait une question par là? Oui. Non, la question a été posée, c'était sur justement les problèmes de santé qui venaient, s'il y avait une sécurité du travail à ce niveau-là et des remboursements mutuels ou par rapport aux tendinites régulières ou au canal carpien. Ça, c'est le Fonds des maladies professionnelles aussi. Maintenant, ils sont fusionnés avec les accidents de travail, alors bonne chance. Pour votre demande. C'est très, très, très... Allez, je dirais 10% qui sont reconnus. Même pas. Même pas. Et tout le monde souffre. Hein. Les tendinites, comment on appelle ça, le tennis elbow ici. C'est ça, c'est... Alors, tout le monde est avec des bandages, surtout ici, c'est... Peut-être encore une question là sur ça, puisque vous êtes parti plus tôt, puis après... 2 jours de congé avez-vous droit par l'année? On a droit à un mois. Allez, 22 jours. Ça dépend du mois, combien 22, 23 jours ouvrables, plus le week-end. Et la date de votre pension? Moi, c'est en 2023. Ça, je le sais. Hein, je l'attends avec impatience. Voilà. Et puis, on a 10 jours d'absence raison familiale par an. Voilà, qui sont reconnus. Ils ne sont pas payés. Hein. On peut s'absenter. Non. Oui. Oui, on me demandait si votre salaire était quand même fixe ou si ça dépendait des entreprises. Non, c'est un salaire fixe. C'est la comment on appelle, la commission 121 qui est pour pour le nettoyage, et le salaire est le même. L'heure est... On essaye justement, on se bat pour avoir 14 € à l'heure pour l'instant. Hein, on y est presque. On a des petites augmentations 2 fois par an, au mois de janvier et au mois de juillet.
Mais si on arrive à obtenir 14 euros, là, donc on aura un salaire de 2300 brut. C'est bien en salaire, hein, pas en avantage sociaux. Quand tu parles de 14 euros, c'est en salaire. En salaire, oui. Sinon, c'est les primes et compagnie. Oui, on a aussi, hein, on a une prime de fin d'année, on a nos congés payés. Allez, Ouais. Ben, merci Daya. De rien, ben, je vais vous laisser. Une bonne soirée à tout le monde. Merci pour l'invitation. Au revoir. Oui, alors le 8 mars, c'est la grève internationale des femmes. Le 8 mars et le 9 mars aussi en Belgique. Le 9. Voilà, le 8 et le 9, ben, le 9 c'est bien. J'y serai là. Oui. Au revoir. Allez. Donc merci Daya d'avoir aussi accepté en dernière minute parce que ça s'est fait comme ça vite, mais super, merci beaucoup. Le message à Monia. Oui, merci beaucoup. Moi aussi, je vais y aller. Et donc, tout le monde s'en va, personne ne veut venir ce soir-là. Dans ces tâches reproductives. Ben, merci Neva aussi pour avoir mis le cadre aussi historique de tout ça. Merci. On va descendre ensemble. On va aussi. Mais donc, c'est pas fini. Parce qu'ici, on a eu donc un cadre un peu historique et théorique de ce qui se passe. On a eu un aperçu de comment ça se passe au niveau industriel. On a bien vu que ça se passe comme dans un travail industriel, en fait, hein, avec des rythmes et tout, une pression qui est faite, mais en même temps aussi... C'est un travail d'usine. C'est ça, comme un travail d'usine, mais aussi avec un cadrage législatif, avec un certain salaire. Et voilà, il y a quand même des limites sur lesquelles on peut s'appuyer, en tout cas, pour pouvoir défendre nos droits. Et là, maintenant, on va parler du travail domestique à domicile, qui n'est pas spécialement dans le même contexte. Et donc là, il y a la Ligue des travailleuses domestiques qui s'organise depuis plusieurs années et pour défendre justement les droits des travailleuses domestiques. Et donc tu vas pouvoir nous expliquer comment ça fonctionne dans votre secteur. C'est pas un secteur reconnu parce qu'on est un groupe de femmes qui sont en train de se battre pour avoir un séjour légal en Belgique. Il y a des femmes dans les ligues des travailleuses domestiques qui ont 8 ans, 10, peut-être 15 ans ici en Belgique, qui consomment la même chose que vous. Ils payent le logement, ils se nourrissent des enfants. Mais dans les groupes de la Ligue des travailleuses, il y a une histoire qui a commencé même en 2010. Il y a un groupe de femmes qui se sont regroupées quand ils n'ont pas un séjour légal en Belgique. Ils sont accompagnés pour la CC. Et c'est un groupe de femmes qui sont allées se battre pour les droits des femmes dans le travail domestique, parce que dans ce milieu, il y a aussi des femmes de différentes nationalités, des femmes qui n'ont pas envie de dire étrangères, parce que pour moi, ils sont des femmes. Ils sont des êtres vivants, comme toi et moi. Mais la différence, c'est que les femmes qui sont dans ce milieu, on a des différents aussi, sont des femmes qui sont formées au pays, qui sont venues en Belgique pour des raisons économiques, politiques, sociales. Et c'est des femmes aussi que, pour le moment, les contextes qu'on vit, ils ne sont pas en séjour légal en Belgique. Et comme vous avez entendu, il y a une partie historique moyenâgeuse et une partie moderne, l'industrialisation. Mais je ne sais pas comment dire ce moment, que si notre travail, ce n'est pas industriel, notre travail, ce n'est pas aussi moyenâgeuse, mais bon, c'est à vous de définir. Mais en soi, le travail de la Ligue des femmes on est soutenu par la TC. Et maintenant, c'est un groupe de femmes qui, à partir de 2017 et plus 2018, ils se sont réunis pour dire que aussi on a des groupes de femmes qui ont les mêmes maladies que les femmes qui travaillent dans le ménage industriel avec des santé. Mais la différence, c'est que ici les femmes dans la Ligue ne sont pas reconnues, ils n'ont pas d'horaire du travail. Et les femmes qui sont à l'intérieur, le travail domestique, c'est à l'intérieur de la maison. Et aussi, il y a des femmes qui travaillent comme titre de service, qui font pour heure, comme dit, c'est choix, c'est moi, mais je ne crois pas. Aussi, en Belgique, il y a 3 niveaux. Il y a les femmes qui sont formées pour les communes pour travailler certaines heures
pour accompagner une personne malade ou une personne qui est isolée, mais qui est reconnue son travail. Il y a les femmes qui travaillent en titre de service, qui sont pas formées, mais qui font un travail différent à une femme qui fait le ménage à l'intérieur, qui ne peut pas sortir de la maison parce qu'ils gardent les enfants, ils gardent les malades, ils nettoient la maison. Et cette femme qui habite à l'intérieur de la maison avec le patron, ils n'ont pas les droits à un salaire juste, à un horaire de travail juste. Et c'est pour ça qu'entre nous, comme femmes, on s'est réunis dans la Ligue des travailleuses domestiques. Et aussi, d'une manière, en parlant dans l'économie, on peut dire que nous, en travaillant, aussi, on mange ici, on apporte de l'argent, et aussi on soutient une famille. Parce qu'on a des femmes qui, en faisant ce travail, le peu d'argent qu'ils récoltent, on peut dire, mais je n'aime pas ces mots, c'est une manière d'aider les enfants qui sont au pays. Ce sont des femmes qui ont laissé ces enfants pour garder ces enfants. Ils ont laissé ces enfants au pays et ils sont à charge soit de les maris, ça peut être de la mère, ça peut être de quelqu'un. Mais chaque mois, il faut envoyer un certain argent pour que cet enfant soit scolarisé dans le pays. Il y a des cas assez durs. Moi, il y a une femme de la Ligue qui est ici présente, elle peut témoigner sur ça qu'elle vit. Et moi, en tout cas, je l'invite de passer devant, si elle peut être ici. Et aussi, dans la Ligue, notre combat, c'est avoir un séjour, un permis de séjour en Belgique, parce qu'on travaille à l'intérieur de la maison. Et nous, on ne peut pas ce travail qu'on fait, on voudrait qu'il soit reconnu comme les femmes qui font le travail de titre de service. Aussi, il y a, selon nous, on s'est dit, il y a des femmes qui accompagnent des femmes malades qui sont reconnues pour l'État. Il y a des femmes qui travaillent à titre de service qui sont reconnues pour l'État. Et nous, on est des femmes sans séjour légal, mais qui ont fait des travaux à l'intérieur de la maison, qui n'est pas reconnues. On n'est pas visible, on vit dans la société, mais on vit d'une manière, disons, comme vous, mais pas reconnue pour l'État belge. Et c'est ça notre combat. Et ça veut dire que vous n'avez pas d'horaire, pas de salaire, rien. Enfin, ça va... L'horaire, je pense, non. Un horaire quoi. fixe, ça ne change rien, parce que l'horaire, tu ne sais pas. Ouais, les femmes qui sont dans ce travail, soit on s'occupe des enfants, on garde malades aussi, des jeunes malades qu'on n'est pas formés pour garder, mais on les accompagne. Et aussi, il y a des cas où tu peux aussi faire, à part de faire les nettoyages, il y a des choses il y a des tâches qu'il faut faire. Et pour moi, c'est différent à la société, on vit tout le monde. Une fois que tu es dans la maison des gens, les gens ils te font faire tout ce que... Dans certains cas, il y a des femmes que tu peux cuisiner, préparer la nourriture pour les enfants, pour la famille, faire les nettoyages. Et si, ça dépend de en tout cas, moi je dis, la femme sort à travailler, parce que ça, le capitalisme dit que tu dois sortir à travailler. Et les tâches ménagères de la maison, c'est la femme étrangère ou immigrée qui le fait. Donc ce que tu dis, c'est un peu le paradoxe aussi avec justement le combat pour les droits des femmes, où on peut justement s'émanciper des tâches domestiques. Finalement, c'est les femmes blanches qui peuvent le faire, et après tu as des femmes migrantes qui vont arriver sans papier, comme tu expliques bien, avec des statuts super précaires, qui vont faire ce travail-là à domicile, quoi. C'est un espèce de remplacement, quoi. C'est à vous. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'en la Ligue des travailleuses, on est dans les combats. Et au niveau des salaires, parce que justement, comme c'est un travail aussi complètement sans règles, sans rien du tout, là aussi, vous êtes dépendante en fait de ce que vous donnent les familles, ou bien comment ça se passe?
Bon, est-ce que je peux inviter à une des ligues des travailleuses domestiques pour qu'elle raconte son témoignage? Si elle veut. Oui. Les places sur le canal. Oui. Il y a de la place. Oui. Je veux. Yeah, Oui. for me, I can just share my understanding. Okay. I work in the embassy, but I have a paper, but even though I have a paper, I feel domesticated, like overused. How about Tu veux prendre le relais? C'est ce que je traduis du français pour Florissette. Si t'es OK avec ça, Gilles. Oui, je dois répéter. Can you repeat? You know, I joined the league because even I have a paper. I feel the people that I have a lot of friends that doesn't have a paper, and they work like 12 hours, 16 hours, something like that. And they just pay. They are only paid like 800 or 700 euros, something like that. Okay. Même si elle a ses papiers, mais elle a décidé de rejoindre la ligue parce que ses amis, elle a des amis qui n'ont pas de papier, qui travaillent 12 heures par jour pour 800 € par mois. And they have they have to do the cleaning in the house, and then look after the child, and like the house is like a 4-story buildings, 4-story, you know. And I feel that they are not paid if they are sick or if they doesn't have a holiday, something like that. Okay. So Elles doivent nettoyer des grandes maisons à 4 étages, s'occuper des enfants, etc. Elles n'ont pas de droit à des congés maladie, elles ne sont pas payées dans ce cas-là. What the last thing you said? they are not yet. They are. I believe that the 700 euro is not enough for them. Elle ne gagne pas assez, 700 €, c'est pas suffisant pour tout le travail qu'elle fait. So I feel sorry for them because they doesn't have also access for the health care, something like that. Se sent triste pour ses camarades parce qu'elles n'ont pas droit à la santé que maladie. And so this kind of situation, the government have to see it because they are invisible. Ces situations que le gouvernement soit obligé de voir. They can go to the job. They can earn. Their boss, their employer can have a good. They can go to the job. They can go to their offices, but these women that slave is there is working. They are working. We are cleaning their toilets and looking after the child. And these women are like having, as the lady said there, they are educated. Beaucoup de ces femmes sont éduquées, elles font un travail d'esclave. In their country, but they are not recognized here because they doesn't have a paper. So those kind of situations, I think the government have to look after it. Le gouvernement doit prendre en charge cette situation. Because if those people that doesn't have a paper can have a paper, can also contribute to the country. Une fois qu'elles ont des papiers, elles pourront aussi contribuer légalement au pays, payer des impôts, etc. For me, as even I have a paper, but I work like I work 8 hours, but if we have a dinners and parties in the night, I am not paid. Yeah. But so it is for me it's not fair. Donc si elle travaille 8 heures par jour, mais si par exemple il y a un dîner le soir à l'ambassade, elle ne va pas avoir de compensation par rapport à ça. But I don't have a choice because they gave me a paper. Mais elle n'a pas trop de chance parce que c'est eux qui lui ont donné ses papiers, qui lui ont fait en sorte qu'elle ait des papiers. And sometimes some of my employers is not
like even I was there like 15 years in the same embassy. I have still another, you know, they are changing the ambassadors. And the madam of the wife of the ambassadors is, you know, it's happened. It's happened to me because I was 15 years there. Like 3 ambassadors passed by, and the wife, and they are happy to me. And now my former one is, I have to work like 4 hours in the house, and I have to get down how many minutes I clean the toilets. Okay. Donc après 15 ans de travail dans l'ambassade, où elle a vu passer plusieurs ambassadeurs et leurs femmes aussi, donc maintenant elle doit faire des rapports sur chaque tâche qu'elle exécute, combien de minutes elle a passé à nettoyer les toilettes, etc. How many minutes I do vacuums. Combien de temps elle a passé l'aspirateur. Hello, I worked 15 years for that company, and they never asked me like that, but